Le 6 novembre 2004, 9 soldats français et un civil américain sont tués à Bouaké, en Côte d'Ivoire. Il y a 39 soldats blessés. Le procès du bombardement de ces militaires démarre dans quelques semaines. Ce sera le 17 mars prochain. Maître Jean Ballan est l'avocat d'une trentaine de familles de soldats tués ou blessés. Son combat veut lever le voile sur cette tragédie. Maître Jean Ballan, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous publiez un livre choc intitulé « Crimes et châtiments, affaire Bouaké », un des plus grands scandales de la Ve République. C'est aux éditions Max Milo. L'affaire Bouaké, c'est, vous le dites, un des plus grands scandales de la Ve République. Mais avant toute chose, pouvez-vous nous rappeler les faits du 6 novembre 2004 et les événements qui vont suivre? On est en Côte d'Ivoire. Les faits sont d'une relative simplicité. Cette date-là fut une tragédie pour les soldats français qui étaient à Bouaké. À Bouaké, c'était une base militaire française. Les Français étaient là-bas pour aider les deux parties, pour faire tampon entre les rebelles et les Ivoiriens. Et tout d'un coup, ils sont bombardés. Il y a beaucoup de morts, parce que 9 morts, c'est énorme. Il y a beaucoup de blessés. Et ça... Comment vous dire? Ce fut un coup de tonnerre, parce que personne ne s'attendait à ça. À partir de là, une enquête a été ouverte. Il y a plein d'étapes de procédure. Je ne vais pas rentrer dans toutes ces étapes-là parce que c'est un peu plus complexe, un peu plus compliqué. Et normalement, si tout allait bien, s'il n'y avait pas eu tout ce que s'est passé par la suite, cette affaire aurait pu et dû être résolue déjà en 2005. On est en 2020. Pardon ? Et on est en 2020, 15 ans plus tard. Ah oui, voilà. Et tout ça, ça n'a pas été fait parce que cette enquête a été totalement sabotée. Je dis bien le mot sabotée par les ministres les plus importants à l'époque. Alors, pourquoi? C'est tout le problème de cette affaire. Donc nos soldats sont tués, on peut même pouvoir dire assassinés. Ils sont assassinés, oui. Par deux chasseurs. Parce que c'était un combat, on les a carrément canardés. Voilà, donc, deux chasseurs, bombardiers d'origine russe. C'est des bombardiers qui sont d'origine russe, ce sont des Sukhoi 25. Ils sont à cocarde ivoirienne, donc c'est l'armée ivoirienne à qui ils appartiennent, avec un équipage qu'on sait mixte, un pilote biélorusse, Chouchkine, et 2 pilotes ivoiriens, Oué et Magloire. Voilà, ça ce sont les faits. Est-ce que là-dessus vous êtes d'accord? C'est exactement cela, 2 avions. C'est exactement cela. Bon, il y avait 2 pilotes biélorusses et 2 pilotes ivoiriens. On ne parle pas du deuxième pour toutes sortes de raisons plutôt procédurales, mais peu importe. C'était ça exactement la situation. C'est effectivement, ils appartenaient, tout au moins en principe, parce que c'était des mercenaires, à l'armée ivoirienne. Alors, après 15 ans, on vient de le dire à l'instant, d'instructions pointues, comme le rappelle le général Renaud de Malocène dans votre ouvrage. Il était le commandant second de la force Licorne juste après, en 2005. Il dit « On sait qui a assassiné nos soldats, mais on ne sait pas aux ordres de qui ils agissaient. » 15 ans plus tard, on ne sait toujours pas aux ordres de qui ils agissaient. La réponse est extrêmement simple. On a tout fait pour ne pas le savoir. Tout fait pour ne pas le savoir. Parce que c'était extrêmement simple d'interroger plein de personnes, d'arrêter plein de personnes. Mais ce fut d'une manière organisée, concertée par le ministre des Affaires étrangères de l'époque, par le ministre de la Défense de l'époque, par le ministre de l'Intérieur de l'époque, et peut-être par d'autres personnes, pour que cette enquête judiciaire ne puisse pas prospérer. Parce qu'on n'a pas voulu du tout savoir quelle est la vérité dans cette affaire-là. Et si on prend tant de mesures pour empêcher ça, mais ça pose problème, d'où cet ouvrage, et ça pose problème par la suite, parce qu'il y a aussi des magistrats par la suite, qui tout simplement, ils ont fait en sorte
que ces 3 ministres ne soient pas traduits devant la justice. Voilà. Alors, il faut rappeler, on va en reparler Oui. de chacun d'entre eux, qu'à ce moment-là, le président de la République française est Jacques Chirac, le président de la République de Côte d'Ivoire est Laurent Gbagbo. Les ministres français qu'on va évoquer, c'est le ministre de la Défense Michel Alliot-Marie, c'est le ministre de l'Intérieur Dominique de Villepin et le ministre des Affaires étrangères, à l'époque, Michel Barnier. Alors, au début, vous le dites d'ailleurs hein, dans l'ouvrage, comme tous les observateurs de ces événements, vous avez eu la conviction que le bombardement était un acte délibéré dont l'origine était ivoirienne, donc commandité par le président Gbagbo, qui avait le désir d'en découdre avec la France. Et puis, au fur et à mesure de l'enquête, de votre aussi rapprochement avec les familles des victimes, vous avez changé d'avis. Le mot conviction, il est un peu trop. Moi, je croyais comme tout citoyen lambda, je voyais ce que s'était présenté à la télé, je voyais les discours, je voyais des images. Donc bon, comme tout citoyen lambda, c'était clair, c'est Gbagbo qui nous a bombardés, et tant pis pour lui. Ok. Ensuite, mais 2 ou 3 mois pourtant, un plus tard, je suis rentré dans le dossier. Et j'ai commencé à être l'avocat des familles. À ce moment-là, j'ai eu accès au dossier. En ayant accès au dossier, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y a des choses qui sont bizarres. Complètement bizarres. Une petite étincelle ici, un autre petit bout là-bas qui... Vous savez, en tant qu'avocat, et même pas en tant qu'avocat, en tant que citoyen, vous vous posez des questions. Et quand vous commencez à avoir des réponses à ces questions-là, vous voyez que la réalité entre guillemets, la vérité qu'on a voulu vous dire, elle est complètement fausse. Totalement fausse. Et vous vous rendez compte, d'abord, bon, c'est pas mon but de défendre Gbagbo ou non, je suis pas son porte-parole, la politique ivoirienne, ça appartient aux Ivoiriens, mais on s'est rendu compte immédiatement que dès le début du dossier, tout le monde savait pertinemment que Gbagbo n'y était pour rien. Alors qu'on a voulu le faire apparaître dans l'opinion publique comme le... Ouais, exactement, comme le protagoniste, comme l'assassin des soldats français. Alors qu'ils savaient pertinemment qu'il n'y était pour rien. Alors, il y a des éléments, on va dire des éléments troublants, on va même dire aussi des éléments absolument glaçants. Vous dites maintenant que vous êtes un homme en colère. Il faut dire que si les faits sont avérés, et vous apportez quand même beaucoup de preuves, il y a des éléments qui sont intolérables. Alors, premier élément troublant, le foyer des soldats, où ils se retrouvent habituellement, là, ce jour-là, il est fermé pour inventaire. C'est pile le jour du bombardement. Eh bien, ce n'est pas un hasard. Mais voilà. Quand j'ai lu, parce que j'ai lu les déclarations des soldats sur place qui décrivaient exactement le bombardement, qu'est-ce que s'est passé, il était moins direct. Mais sur plusieurs, je vois cette phrase-là, que je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont à me raconter tout cela, ces soldats-là, quelle importance ça? Ils me parlent c'était le mess des officiers, oui, pour faire simple, qui était fermé pour inventaire ce jour-là. Bon, quelle importance. Ils ont d'autres choses à raconter, ils ont vécu une tragédie, ils me parlent de ça. Et après, petit à petit, je me suis rendu compte que ce fut l'endroit qui fut bombardé en priorité. Et qu'il y a eu tant de morts, parce que comme c'était, disons, les murs les plus solides là-bas, quand les gens étaient en panique, ils ont essayé de trouver refuge dans cet endroit-là. D'où le nombre important des morts. Je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche. Bon. Et à partir de ça, vous commencez à tirer un fil, et un autre fil, et un autre fil, et vous découvrez tout le reste. Ce qui veut dire, que ce soit clair, que s'il y a eu des morts, vous pensez-vous que c'était pas ça qui était cherché? Ah non, je pense pas. À tuer quelqu'un. Je pense pas. Et toute la panique qui s'en est suivie par la suite, et que je raconte toute la panique, y compris la manière dont on a enterré comme des chiens les soldats français, ce fut à cause des morts. S'il n'y avait pas eu ces morts-là, on aurait pu avoir le même prétexte pour se débarrasser de Gbagbo, comme on a essayé par la suite. Mais les morts, immédiatement, une enquête judiciaire pour assassinat, immédiatement, a été ouverte, même si après,
pour qu'un juge d'instruction soit saisi, il y a d'autres étapes à faire. Mais immédiatement, à la première seconde, et quand une affaire d'assassinat est ouverte, vous ne pouvez pas l'en empêcher. D'où une panique absolument totale, d'où un tissu de n'importe quoi par la suite. Alors, il y a un élément que vous venez de donner sur les milliers de pages d'instructions que vous avez, 15 000 je crois. Oui, même plus, Même parce plus qu'il y a qui se répètent pas. Bon, Il enfin. y a cette notion que vous venez d'évoquer, et moi je t'ai utilisé un terme d'élément glaçant. Vous avez dit enterrer comme des chiens. En fait, dans la hâte de faire disparaître toute preuve, il y a eu par exemple des inversions des corps des victimes militaires. Voilà. Notamment. Voilà. Comment est-ce possible ça? Ben, c'est glaçant comme vous dites. C'est un peu par hasard qu'on a découvert ça, parce qu'on n'aurait pu jamais découvrir cela. Jamais. Absolument jamais. Tout simplement parce que on n'a jamais voulu montrer aux familles les corps des victimes. Jamais. J'ai compris par la suite pourquoi. Mais l'épouse d'un des soldats morts et la mère d'un autre soldat mort, dans le cabinet du juge d'instruction, il voulait à tout prix regarder au moins les photos qui étaient prises des soldats tués sur place. Et on leur montre des photos de l'époux et du fils. On dit, mais c'est pas mon époux, l'autre dit que c'est pas mon fils. C'est un hasard absolument hallucinant que ça tombe sur ces deux personnes. Sur ces deux personnes. Ensuite, on a vu qu'on a renversé. Je dis moi aussi des bêtises. On a tout simplement même pas regardé quoi que ce soit. Tout simplement, ils ont fait changer des vestes, les deux jeunes, comme ils font souvent. Donc, on les a enterrés comme ça. Maintenant, ce que ça devient le plus grave, le plus terrible, c'est que quand on a découvert ça, évidemment, on les a sortis chacun de leur tombe, où les parents ou l'épouse priaient pour quelqu'un qui n'était pas de leur famille, ce que c'est assez terrible aussi. Et bon, à ce moment-là, on a vu qu'est-ce qu'il y avait dedans. Ils avaient été enterrés comme des chiens. Comme des chiens. C'est-à-dire? Totalement. Avec la boue, avec le sang, avec les vêtements déchirés, avec le paquet de cigarettes qui était dedans, sans la même... Oui, un semblant de toilette. Ça. Et évidemment, tous les autres ont dû être enterrés exactement de la même manière. J'ai pas demandé qu'on les déterre parce que ça c'était aux familles de le faire, c'était pas à moi. Si on les enterrait comme ça, après qu'on a tenu des discours extrêmement beaux, comme on tient d'habitude. Oui, aux Invalides, dans la cour des Invalides, avec le président de la République. S'ils les ont enterrés de cette manière-là, c'est qu'ils avaient une peur bleue qu'on puisse découvrir quelque chose. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Quand il y a un assassinat, l'autopsie est obligatoire. C'est la loi. C'est la loi. Ben, évidemment qu'il n'y a pas eu. Mais il n'y a même pas eu un nettoyage mortel. Pourquoi ? Je l'explique parce que encore une petite phrase quelque part dans le livre que vous trouvez par milliers, mais il faut les voir. Un chef de rebelle qui témoigne, il dit que si le bombardement n'avait pas eu lieu, on avait ordre, nous, de tirer avec des mortiers sur le... Bon. Si on faisait une autopsie, par exemple, à ce moment-là, dans cette panique-là, et on aurait découvert je ne rappelle comment on appelle ça, des obus dans le corps des soldats français, toute la théorie que c'était Gbagbo tombé à l'eau. On n'aurait pas pu faire ce qu'on a essayé de faire par la suite. Donc la panique la plus totale, allez, on se débarrasse des corps immédiatement. Évidemment, il n'y a eu qu'un bombardement, les rebelles n'ont pas tiré avec des mortiers. Mais à ce moment-là, c'était un état d'esprit de panique totale qui a saisi les gens qui étaient au pouvoir à cette époque-là, et le résultat fut terrible. Je vous rappelle qu'aucun des soldats qui sont morts pour la France n'a pas reçu post-mortem la Légion d'honneur, alors qu'on le donne, et c'est très bien, à tous les soldats qui sont morts dans des OPEX. Eux, non. On a mis complètement une chape de plomb sur leur existence. Pardon. Autre élément, alors plus que troublant,
scandaleux. Et là, quand on lit le livre, on se dit, c'est pas possible, et vous apportez là encore toutes les preuves, et qui amènent à vous évoquer un grand scandale de la Ve République. C'est lors de la prise de l'aéroport, quand les soldats français récupèrent en fait la partie de l'aéroport qui était aux mains des Ivoiriens, ils prennent une quinzaine de techniciens slaves qui sont chargés de la maintenance et de l'armement des avions ivoiriens. Or, ordre va être donné de les libérer immédiatement. Bon. Là, il y a deux versions. Est-ce qu'ils ont été interrogés ou pas interrogés? D'accord? Il y a deux versions. Il y a certains qui disent qu'ils n'ont pas été interrogés, d'autres qui disent qu'ils ont été interrogés. Ce qui c'est très curieux dans le dossier, parce qu'on a demandé, la juge a demandé les documents prouvant l'arrestation de ceux-là. On les a reçus dans le dossier. Mais bon, on avait leur tête, leur passeport, tout ça. Et 5 feuilles blanches. Blanches, totalement blanches. Donc, ils étaient interrogés. Parce que ces feuilles blanches, là-bas, aucun sens qu'on nous les voit avec les photos des autres s'ils n'avaient pas été interrogés. Bon, ça c'est une chose. Donc, pour moi, ils ont été interrogés et ça aurait été absolument inadmissible qu'ils ne le soient pas. Bon, ça c'est une chose. Pourquoi on dit on les a libérés sur des prétextes totalement fallacieux. Mais j'ai dit les prétextes dans le livre, mais les prétextes sont totalement fallacieux et totalement mensongers. Peu importe, parce qu'on voulait pas qu'ils parlent. Mais le plus grave, c'est pas ça. C'est les pilotes qui sont descendus de l'avion. On savait exactement où ils étaient, qu'est-ce qu'ils faisaient. Vous savez, on pouvait les arrêter sur place. Et on les a arrêtés parce que par la suite, ils ne pouvaient pas disparaître jusqu'au Ghana, etc. Bon, je saute un peu les étapes. On les a eu dans les mains. On les a fait disparaître dans la nature totalement aussi. Et quand on les arrête réellement, on va les arrêter, je crois, au Togo, de mémoire. C'est pas nous, c'est les Togolais. Les Togolais qui vont les arrêter, qui vont... Mais pour arriver au Togo, de là où il y était, ils ne pouvaient en aucun cas, aller jusqu'à la frontière du Ghana, où c'est certains Montoya, donc tout le monde qui connaît un peu l'Afrique, c'est de qui on parle, qui les a récupérés à la frontière de Ghana, ils pouvaient absolument en aucun cas d'y arriver comme ça par eux-mêmes. Ça veut dire qu'on les a amenés... Mais de toute façon, la démonstration est simple, parce que quand on les récupère au Togo, quand les Togolais les récupèrent, eh bien, à nouveau, ils vont être relâchés volontairement. Oui, parce que les Togolais nous les offraient sur un plateau. Et des ordres de tous les décideurs de l'époque, à tous les services de renseignement, à l'armée, ne faites rien, ne vous occupez pas d'eux. Voilà. Pourquoi? Pour qu'ils ne parlent pas. Pourquoi qu'ils ne parlent pas? Ça veut dire qu'on ne voulait pas savoir qui étaient les donneurs d'ordre. Et si on ne voulait pas savoir qui étaient les donneurs d'ordre, il y a un pas que je suis prêt à franchir, mais si je ne peux pas apporter la démonstration à 1000%, que les donneurs d'ordre font partie de ceux qui ont tout fait pour que l'enquête n'aboutisse pas. Lors du procès à Paris, est-ce que les pilotes, les 2 copilotes ivoiriens et les 2 copilotes biélorusses seront là? Non, parce que même s'il y a des mandats d'arrêt depuis 2005 ou 2006, je ne me rappelle plus, on n'a strictement jamais essayé de les attraper. Voilà. Donc s'ils sont condamnés, ça sera par contumace. Par contumace. C'est hors de leur présence. Et il n'y aura que 2 qui sont en vie encore. Parce que 2 sont morts. Bon. Tout au long de ce livre, je dis passionnant une nouvelle fois, Crime sans châtiment, on découvre alors les rôles, là encore absolument incroyables, de Barnier, Alliot-Marie et Dominique de Villepin, dont vous dites qu'il est finalement l'homme clé de cette affaire. Rappelons qu'à ce moment-là, il est le ministre de l'Intérieur, parce qu'il a été aussi ministre des Affaires étrangères, puis Premier ministre. À ce moment-là, il est ministre de l'Intérieur. Je ne sais pas si c'est l'homme clé, parce que je ne peux pas rapporter la preuve à 1000%. Je le pense, mais bon, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est le type le plus cynique que j'ai jamais vu. Le plus cynique. C'est ce qu'il déclare pendant ses auditions. Mais réellement, il nous prend pour des tarés pour pouvoir simplement une demi-seconde croire ce qu'il dit. C'est impassable. Parce qu'en fait, il a dirigé les accords de Marcoussis, c'est-à-dire les accords entre la France et la Côte d'Ivoire, et quand on lui pose la question de savoir s'il est au courant de l'affaire, il répond... Pas du tout. À peine. J'exagère quand je dis ça. À peine s'il connaissait l'existence de la Côte d'Ivoire.
J'exagère quand je dis ça, mais c'est dans le sens. C'est dans ce sens-là. Bon, si vous voulez croire que quelqu'un qui était ministre des Affaires étrangères, qui était le chef de cabinet de Chirac, qui fut ensuite Premier ministre, etc., Secrétaire général de l'Élysée. Oui. Ah oui, secrétaire général de l'Élysée, j'ai dit chef de cabinet, oui, c'est vrai. Il n'était pas au courant, alors que par la suite, j'apporte toutes sortes de témoignages qui le contredisent totalement. Mais c'est sa manière de répondre qui est absolument impassable pour moi. Alors, l'hypothèse que vous avancez, elle est simple, c'est que plusieurs membres du gouvernement, vous le citez, on vient de les citer, ont cherché un moyen de se débarrasser du président Gbagbo en fournissant un prétexte valable et un prétexte valable. Un prétexte valable à leurs yeux. Pardon, à leurs yeux, voilà. Okay. Et que c'est une affaire qui a mal tourné. Exactement. Exactement. Mais tout le problème, c'est là, maître, que la difficulté est totale, c'est que vous avez demandé à la Cour de justice de la République de faire comparaître les ministres sur les bancs des accusés, et vous n'avez pas été suivi. C'est pas moi, c'est le juge d'instruction, et c'est pas la Cour de justice, c'est pas la Cour de justice, parce que il y a des étapes là-dessus pour, ok, mais ces étapes-là. Il y a déjà d'abord la commission de requête, il y a l'avocat général près de la Cour de cassation, il y a le procureur de Paris. Mais dans cette affaire-là, le procureur qui pendant toute... J'ai pas le temps de vous donner tous les détails, mais je résume très vite. Pendant toute cette procédure-là, n'a pas aidé du tout l'enquête, du tout, et ça ressort totalement dans le dossier. Il a saboté de toutes les manières possibles et imaginables l'enquête. C'est lui qui a fait en sorte pour que la Cour de justice ne soit pas saisie. C'est M. Moulins. M. Moulins, il est très connu parce qu'il était tout le temps à la télé et quand il y avait des athées. Ouais. Bon, entre nous, soi-disant, n'importe qui pourrait dire ce qu'il disait lui quand il était à la télé. Vous, comme moi, c'est pas lui qui fait quelque chose qui a fait quelque chose contre le terrorisme, ce sont les services de renseignement et la police. Bon, peu importe. Parenthèse finie. Maintenant, il est le plus haut magistrat de France du parquet. Il est à la Cour de cassation, l'avocat général près de la Cour de cassation. Ce monsieur-là, dès le début, et il a été mis à ses postes respectifs, exprès pour ça, selon moi, mais j'assume ça à 99%, ok? Par Radio Marie quand il a pu le faire, parce que tout simplement, ce monsieur doit absolument toute sa carrière à Radio Marie. Il fut son chef de cabinet avant, et ensuite il a eu toute sa carrière fulgurante, et c'est lui qui protège les trois en protégeant Radio Marie. D'accord? Les deux autres, c'est par bande qui sont protégés de toutes les poursuites. Bon. Ça, c'est une réalité totale. Imaginez-vous dans un pays anglo-saxon que le chef du FBI ou le attorney général protège des gens de la manière dont Moulins a fait. Vous imaginez une seconde le scandale, en France, ça passe comme une lettre à la poste. Les ministres sont cités à comparaître lors du procès, ils partiront libres. Oui, d'abord, ils sont cités... On m'a demandé à moi si je veux les citer. Moi, j'ai dit, moi, je les cite pas parce que je suis trop marqué. Donc, c'est pas une vendetta personnelle ou quoi que ce soit. Mais il y a un autre avocat qui a décidé de les convoquer. Bon, on verra bien. Ils sortiront libres, évidemment, parce qu'on les juge pas, eux. On va voir qu'est-ce qu'ils vont nous sortir comme réponse pendant le procès. Qu'est-ce qu'ils vont nous inventer encore comme histoire. Mais eux, ils sont pas poursuivis. Donc, ils sont pas poursuivis. Ils pourront être poursuivis et éventuellement... Pardon, excusez-moi, s'il y a des revirements par une cour de justice. Mais ça, c'est une autre histoire. Quand ce procès va se tenir, qu'est-ce que vous attendez pour ne plus être un homme en colère, comme vous dites? Je suis en colère, pas uniquement à cause de ça. Je suis avocat, donc j'en ai connu des choses dans ma vie qui m'ont mis en colère. Mais pour des choses très simples, vous savez, quand vous êtes avocat, surtout pénaliste, il y a des moments où vous êtes en colère. Là, je suis en colère parce qu'il y a ce système-là en France qui est terrible et que les gens ne savent pas comment. Il y a, j'emploie cette expression, la mafia des gens bien nés à un moment donné. Peut-être des temps propres, mais je n'ai pas trouvé un autre.
des gens qui se connaissent depuis toujours, qui ont des liens communs, familiaux, d'amitié, de carrière, enfin, et qui s'entraident entre eux tout le temps. Et quand il y a des politiciens et des magistrats, parce qu'il y a des magistrats extrêmement courageux, extrêmement honnêtes dans ce dossier-là, que je cite et je salue. Mais quand on arrive à ce genre de situation, c'est beaucoup plus l'homme qui est en couleur que l'avocat. Okay? Parce que l'avocat, vous savez, il connaît plein de choses. Et on parle pas souvent. Mais là, c'est l'homme, c'est plus possible. Vous voyez, la France est dans une situation qui n'est pas commode à l'heure actuelle. On ne va pas rentrer dans tout ça. Mais toutes ces choses mises bout à bout depuis très longtemps font en sorte que la France connaît maintenant une situation qu'elle connaît. Et bon, et les familles que vous représentez, est-ce qu'elles veulent la vérité? Est-ce qu'elles veulent la vengeance? Est-ce qu'elles veulent tout simplement mettre à bas cette nomenclatura? Vous dites cette mafia de gens bien nés. Si j'enlève si j'enlève le mot vengeance dans ce que vous dites, pour le reste, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Ils veulent la justice. Ils veulent aussi, parce qu'ils ont été manipulés totalement par cette camarilla, voilà l'autre mot, et ils en ont marre. Jusqu'à maintenant, parce que ce sont des gens, quand je dis relativement simples, c'est pas du tout dans un sens ni ironique ni mauvais. Mais il n'y a pas des officiers supérieurs qui ont été blessés, etc., etc. Ce sont des gens qui sont extrêmement dignes, et que jusqu'à maintenant, ils attendaient. Ils attendaient, parce que bon, j'étais en contact avec eux depuis 15 ans, ils attendaient. Maintenant, quand ils voient, maintenant ils s'expriment. Jusqu'à maintenant, ils ne se sont pas exprimés. Maintenant, ils s'expriment et, en tout cas, d'après ce que je sais, absolument tous soutiennent ma démarche. 3 semaines de procès? Oui, 3 semaines de procès, on va voir ce que ça donne. Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup parce que comme il n'y aura pas les protagonistes du procès, généralement quand c'est une contumace, ça se passe très vite. On condamne très vite et après on fait opposition si on est attrapé. Là, 3 semaines, je ne sais pas dans quel sens va aller le procès, je ne sais pas. Et ça sera une surprise pour tout le monde et c'est des choses que vous savez, les surprises d'audience, ça existe toujours. Ça existe toujours, mais j'ai sorti d'une manière intentionnelle ce livre avant le procès. Pour faire bouger les choses. Pour faire bouger les choses. Oui, mais quand je dis exprès avant, c'est à moitié vrai. C'est à moitié vrai. Parce que quand j'ai commencé à l'écrire, c'est quand j'ai eu la décision absolument grotesque de la commission de requête près de la Cour de justice que j'analyse dans ce dossier. Et ça m'a décidé totalement d'écrire le livre. Je n'avais pas encore la date du procès. Je ne savais pas qu'il y avait un procès. Mais quand j'ai su qu'il y a un procès, là, je me suis dépêché de le sortir avant. Pour dire vos vérités dans Crime sans châtiment pour cette affaire Bouaké, il faut découvrir et lire ce qui apparaît quand même, il faut bien le dire, comme un grand scandale de la Ve République. Et puis, si vous me permettez, je vais vous remercier, bien évidemment, vous souhaitez bon courage pour ce procès et puis avoir une pensée pour les familles. Et puis, on va reciter les 9 noms de ces soldats français pour qu'au moins, s'ils n'ont pas eu la Légion d'honneur, ils aient le souvenir à travers nous. Thierry Baratieux, Philippe Capdeville, Francis Delon, Laurent Derambure, Patélisé Falleux-Valu, Franck Duval, Benoît Marzet, Emmanuel Tilloy et David de Cuper. Voilà, ces 9 soldats et le civil américain. Je vous remercie beaucoup d'avoir fait ça. Merci, maître.